Quelle est cette lumière là-bas? Bonjour, principauté de Moscou. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis l'oracle des pays. Je viens t'annoncer une grande nouvelle. À moi? Moi qui ne suis qu'une simple petite cité-état? Je vais t'annoncer ton futur. Oula, je sais pas à quoi m'attendre. Principauté de Moscou, tu n'es qu'un état russe parmi d'autres, mais un jour, tu réussiras à unifier les peuples russes autour de ta capitale, et tu deviendras un grand empire. Moi? Tout ça? Je vais avoir le même destin que Rome, et tu enverras le premier objet en orbite autour de la Terre. Quoi? Bonjour tout le monde, et comme vous l'avez décidé en votant sur le sondage Twitter, c'est la Russie qui a emporté la manche pour être le pays dont je ferai une vidéo. Oh, merci à ceux qui ont voté pour moi dans le sondage Twitter. Vous êtes bien abonné au compte Twitter de Télécrion, j'espère. Comment ça, non? Bah tant pis, vous ne pourrez pas voter pour les prochains pays. Eh bien c'est parti pour l'histoire de la Russie, petite principauté devenue un grand empire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les ancêtres du peuple russe sont les Russes de Kiev, qui ont fondé la ville de Kiev dans l'actuelle Ukraine pour ensuite tenter de coloniser le sud, bien plus prospère. Mais sans succès. La principauté de Kiev s'est donc étendue petit à petit vers le nord-est. On peut dire que ce pays est l'ancêtre de la Russie. On estime la fondation de Kiev à l'année 880 environ. Avant cette date, les populations russes vivaient à Novgorod, plus au nord. Très rapidement, cet état russe devient très étendu, puisque Novgorod au nord et Kiev au sud en font partie. Mais c'est un état très peu peuplé qui vit du commerce avec les Scandinaves. D'abord ennemi de l'Empire byzantin, la principauté de Kiev finira par devenir un état protecteur des frontières orientales. Une des grandes préoccupations des Byzantins, ce sont les peuples turcs, qui risquent d'arriver depuis les steppes d'Asie centrale. La principauté de Kiev se chargera donc de faire front. C'est un siècle après la fondation de Kiev, dans les années 980, que le nouveau royaume décide de se convertir au christianisme, le même christianisme que leurs voisins grecs, c'est-à-dire les Byzantins, le christianisme orthodoxe. Par la suite, des problèmes de succession et des conflits provenant des peuples extérieurs vont lancer le long déclin de Kiev, les grandes villes devenant petit à petit indépendantes. On pourra parler de multitudes d'états russes après la chute de Kiev. En 1168, naît la principauté de Vladimir Souzdal, qui va concurrencer l'ancienne Kiev et lui faire de l'ombre, mais sans réussir à surpasser la Kiev d'antan. La principauté de Vladimir sera toujours un peu sous influence turco-mongole. Dans l'imaginaire russe, son roi le plus important est le célèbre Alexandre Nevski, qui a combattu les Scandinaves et Allemands. Rien n'est éternel, la principauté de Vladimir va tomber petit à petit laissant place à certaines de ses villes commerciales. Parmi ces villes, il y a Moscou, qui gagne petit à petit en influence dans la région pour former sa propre principauté en 1263, la principauté de Moscou. C'est moi. Moscou va gagner en influence et au XIVe siècle, l'État devient une grande principauté. Oh waouh. Eh bien je fais quoi maintenant? Au début, Moscou reste sous influence turco-mongole. Elle subit la peste noire et doit se cantonner à son territoire. Elle bat la horde d'or des turco-mongols en 1380, sans réussir à détacher l'influence. Bon, je continue le travail de mes ancêtres Vladimir et Kiev, lutter contre l'arrivée des Mongols en Europe. Il fallut attendre une consolidation à l'intérieur du pays pour que la grande principauté de Moscou puisse commencer à s'étendre. La Lituanie voisine, puissant pays d'Europe de l'Est, veillera à ce qu'aucun État russe n'arrive à prendre de l'influence sur les autres. Moscou, je te surveille. Je sais que tu as des envies d'expansion. La République de Novgorod, un autre État russe, résidu de l'ancienne principauté de Kiev, avait tenté de s'allier à la Lituanie pour se protéger de Moscou. Mais l'alliance entre Novgorod et la Lituanie donne trop d'importance au pouvoir lituanien, ce qui crée des révoltes dans la République russe. Ces révoltes donneront un avantage à Moscou dans les années qui suivent. En 1471, Moscou gagne la bataille de Chelon contre Novgorod. Moscou peut récupérer des territoires, ce qui crée une crise dans la République et qui incite Moscou à retourner l'attaquer et prendre la capitale en 1478. Novgorod s'effondre et est annexé par Moscou. À ce moment-là, c'est Ivan III qui est au pouvoir, appelé Ivan le Grand. Moscou, toujours plus puissante, arrive à inciter la Horde d'Or à laisser tomber son influence sur les Russes. C'est en 1495 que la Russie va participer à son premier conflit européen, en aidant le Danemark à attaquer la Suède dans une guerre qui n'aura pas vraiment de vainqueur. C'est la première guerre russo-suédoise. Ensuite, Moscou continue de développer son influence et attaque la Lituanie en 1500 pour gagner en 1503. Entre-temps, Moscou en avait profité pour annexer des territoires de la Horde d'Or, puis l'anéantir une bonne fois pour toutes. Je suis Moscou et je vais unifier toutes les Russies autour de moi. Au début du XVIe siècle, il existe encore de nombreuses Russies, toutes issues de la principauté de Kiev.
Moscou va réussir à les annexer une à une ou à les faire rentrer dans la Confédération. En 1547, Ivan IV prend le pouvoir et est couronné tsar de toutes les Russies. C'est officiel, la grande principauté de Moscou se considère comme étant l'unique Russie. Ainsi, à partir de cette date, on parle de tsarat de Russie plutôt que de grande principauté de Moscou. La Russie se considère ainsi comme un grand royaume entre l'ancien empire byzantin occidental et les anciens khanats mongols orientaux. Constantinople étant tombée depuis déjà un siècle aux mains des Turcs, Moscou, orthodoxe, se considère comme son héritière légitime. Dans les années 1550, la Russie va commencer à inquiéter les pays européens voisins, notamment avec son renforcement à l'est avec la prise de Kazan. La Livonie est un territoire très apprécié car sur la mer Baltique, territoire sur lequel la Russie a une influence. La Suède, qui tente d'être une puissance régionale, va tenter de récupérer ce territoire dès 1554, mais sans succès. Faisons la paix, Suède. Ça ne sert à rien d'essayer de me prendre la Livonie. En 1558, la Livonie se retrouve envahie par une armée pro-polonaise ayant pour but de la défendre de la Russie. Cette dernière décide d'intervenir et c'est ainsi qu'éclate la guerre de Livonie. La Suède crée une alliance pour combattre la Russie. Sans rentrer dans les détails, la guerre qui commence en 1558 se termine en 1583 avec une défaite russe. La Suède domine la mer Baltique grâce à sa victoire. Au fait, vous avez mis un pouce bleu à la vidéo, j'espère. Allez, si vous mettez un pouce bleu, j'attaque à nouveau la Suède. Allez, j'attends moi. En 1590, la Russie relance une guerre contre la Suède et récupère à nouveau les territoires de la Livonie. Entre-temps, la Russie était entrée en guerre contre la Turquie ottomane et gagne. Après la mort d'Ivan le Terrible, la Russie entre dans une période de trouble avec des problèmes de succession et une grande famine en 1601. Évidemment, tous ces troubles vont intéresser la Pologne et la Suède. Tiens, la Russie semble aller mal, il faudrait que j'aille m'occuper de ses affaires. Et Pologne, tu n'es pas seul dans la région. Pologne et Suède rivalisent pour gagner de l'influence sur la Russie. La Russie devra les combattre à deux reprises. D'abord pendant la guerre russo-polonaise en 1605, puis la guerre russo-suédoise en 1610. Les deux guerres se terminant en 1618 et 1617, elles vont surtout affaiblir la Russie. Oh non, j'arriverai jamais à m'émanciper en Europe. Cher public de Télécrayon, vous pensez que je vais m'en sortir? Suite à ces guerres, c'est la dynastie des Romanov qui prend le pouvoir et qui va surtout tenter de sauver la politique intérieure russe. Mais ça n'empêchera pas la Russie de tenter de récupérer Smolensk à la Pologne en 1632. Mais sans succès. Ok, j'arrête. Mais bon, retournons dans les années 1580, à cette époque. La Russie vient à peine de perdre la guerre contre la Suède. En même temps, Moscou a besoin de fourrure car il fait froid. Il faut donc lancer un commerce de la fourrure. Avec la chute des empires turco-mongols à l'est, c'est l'occasion pour la Russie de lancer des expéditions en Orient pour récupérer des ressources. Dans les années 1630, les Russes avaient facilement atteint l'Asie centrale, qu'ils n'avaient pas eu de mal à occuper. Le lac Baïkal est atteint dans les années 1640. Ensuite, la conquête se fera bien plus lentement, car les Russes seront confrontés à d'autres puissants royaumes, notamment les Mandchous. Bon, je vais me contenter de ça pour le moment. En 1654, la Russie entre en guerre contre la Pologne et gagne en 1667. En même temps, la Russie fait la guerre à la Suède sans succès des deux côtés. Et toujours en même temps, la Russie conquiert l'Ukraine. Et c'est ensuite à la conquête de l'Ukraine, territoire russe d'origine de Kiev, que la Russie va être amenée à rencontrer l'Empire ottoman à nouveau en 1676. Cette guerre sans réelle victoire permet de bien délimiter la frontière entre les deux pays en 1681. Très bien, jeune pays. Voilà notre frontière commune. Eh bien, cette Turquie ne m'a pas l'air bien sympathique. On est à la fin du XVIIe siècle, et la Russie est encore un pays assez méconnu en Europe. En 1683, suite à cette frontière tracée, la Turquie peut se concentrer sur son front occidental. Son objectif est d'envahir l'Europe, et plus particulièrement la ville de Vienne, qu'on peut considérer comme la capitale des pays allemands. De plus, la France n'hésite pas à soutenir la Turquie. Vienne est assiégée en 1683, et la Russie se décide à entrer dans le grand conflit en 1686 du côté des Autrichiens. Bonjour, je suis un pays un peu isolé, mais je veux bien t'aider à faire la guerre, Autriche. La Russie fera ses campagnes de son côté, et les Autrichiens de l'autre. Du côté russe, la guerre se termine en 1700, et elle récupère des territoires au sud. Super, j'ai réussi à vaincre la Turquie de mon côté. J'ai maintenant les mains libres pour m'en prendre à mon grand ennemi de toujours, la Suède. En effet, comme vu précédemment, la Suède n'a pas arrêté de stopper les envies russes d'aller au-delà de la mer Baltique. Écoutez, Pologne et Danemark, je propose qu'on fasse une alliance pour attaquer la Suède et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. La Suède est très puissante, il va falloir faire très attention. En 1700, après avoir formé une alliance avec le Danemark et la Pologne, la Russie attaque la Suède. La guerre va durer 21 ans.
À un moment, la Pologne va même changer de camp pour finalement se remettre du côté des Russes. Ouais, en fait, je trouve que c'est mieux qu'on reste alliés. Pendant cette guerre, la Russie arrive à accéder à la mer Baltique et commence à faire construire une ville. L'empereur Pierre le Grand lui fait porter son nom, Saint-Pétersbourg. Elle deviendra la capitale de la Russie en 1712. Ce déplacement vers l'ouest veut prouver que la Russie est un pays ouvert vers le reste de l'Europe et non tourné vers l'Orient. En 1721, une fois la Suède rendue, le Tsarat de Russie se proclame Empire russe. Et ouais, je suis un empire maintenant. J'ai réussi à devenir un pays puissant. Merci de m'avoir soutenu. D'ailleurs, j'espère que vous êtes abonné à la chaîne Télécrayon. Comment ça, ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas, il faut vite s'abonner. La chute de la Suède est un grand tournant dans l'histoire. L'ancien empire scandinave va petit à petit perdre en influence pour devenir un pays secondaire. La Russie, elle, qui n'était qu'un pays de second plan en Europe, peut enfin se considérer comme une puissance régionale. C'est le début d'une nouvelle ère. Oh non, j'ai tout perdu. Je vais devenir un petit pays. Je veux pas. Je me sens plus, moi. Je suis un puissant pays. Je vais montrer au reste de l'Europe qui je suis. En 1722, la Russie, qui est devenue une véritable puissance régionale, vient en aide aux églises géorgiennes et arméniennes en proie à la menace perse. J'arrive, peuple orthodoxe. Je suis la puissance régionale maintenant, et le principal pays chrétien orthodoxe. La Russie gagne la guerre contre la Perse et obtient quelques régions méridionales. En 1733, il y a un problème de succession en Pologne, pays devenant de plus en plus faible. Les deux pays rivaux, France d'un côté et Autriche de l'autre, veulent placer l'héritier qui leur est le plus favorable. C'est Stanislav qui doit monter sur le trône. Non, c'est Auguste III qui doit monter sur le trône. Et c'est ainsi que commence la guerre de succession polonaise en 1733. L'Espagne et la Sardaigne soutiendront la France, la Saxe et la Prusse soutiendront l'Autriche, la Russie choisira le camp des Autrichiens. Bonjour, je me remets avec toi. La France et l'Autriche trouveront un compromis, il n'y a pas réellement de vainqueur. La Russie ne va pas y gagner grand-chose, si ce n'est la satisfaction de voir la Pologne s'affaiblir encore plus. Entre-temps, en difficulté, la Russie décide de rendre les territoires obtenus à la Perse, le but étant de faire de la Perse un allié pour mieux lutter contre la Turquie. En 1736, suite à des attaques provenant des Tatars de Crimée, la Russie annexe la région d'Azov, ce qui incite la Turquie à attaquer en retour. En 1739, la guerre russo-turque se termine. L'Autriche était venue en aide à la Russie, mais les deux pays doivent s'avouer vaincus. L'Empire ottoman récupère les territoires en Europe. Mais c'est ensuite au tour de l'Autriche d'avoir un problème de succession en 1740, ce qui engendre à nouveau une guerre. La Russie reconnaît l'héritière au trône, mais ce n'est pas le cas de la France et ses alliés. La France va mettre en place une stratégie en contactant la Suède. Coucou Suède, il y a la Russie qui risque de partir aider l'Autriche pendant la guerre. J'ai pas trop envie que ça se produise, tu te souviens de la guerre du Nord il y a 20 ans. Oui, j'ai perdu et j'ai surtout perdu ma grande influence dans la mer Baltique. Je pense que c'est l'occasion de prendre ta revanche. Bonjour Autriche, je me remets avec toi. Mais la Suède va encore perdre et la Russie lui piquera la Carélie. Non! La principale guerre européenne du XVIIIe siècle, c'est bien évidemment la guerre de 7 ans. La Russie va y participer en tant que grande puissance. Ouais, enfin une grande guerre dans laquelle je vais montrer qui je suis. Il y a même une vidéo sur cette guerre sur la chaîne Télécrayon. Je l'ai pas encore vue car je veux pas qu'on me dévoile la fin. La Russie sera alliée à l'Autriche, encore une fois. Les deux pays ont l'habitude de céder. Bonjour, je me remets avec toi Autriche. Pour la première fois, la France va être dans le même camp que l'Autriche. Moi mais c'est exceptionnel, hein, c'est pour aller taper sur les Russes. Les Amants, je n'aime pas ça. J'ai déjà fait une vidéo sur la guerre de 7 ans, je survole donc le conflit, mais vous savez qu'à la fin la Russie change de camp et décide de ne plus attaquer la Prusse. Ce qui fait que la Russie ne gagne pas, ni ne perd pas la guerre. Cependant elle en profite pour s'installer en Pologne pour protéger les minorités orthodoxes. Je suis juste là pour les minorités orthodoxes. Rien de plus. En 1762, pendant la guerre de 7 ans, Catherine II arrive au pouvoir. C'est une monarque très importante car elle va mettre en place un des plus gros projets de conquête de la Russie, le projet grec. L'Empire byzantin avait été un allié russe au Moyen-Âge, mais comme vous le savez, cet empire grec a fini par disparaître au profit de l'Empire ottoman. Beaucoup de chrétiens vivaient dans la région, la Russie a décidé de lancer ce projet pour accroître son influence et aider les populations religieuses. Le but est simple, repousser les Turcs pour y créer des états satellites russes. La Turquie est vraiment en train de perdre en puissance militaire. Tôt ou tard, il faudra que je l'attaque. En plus, il y a beaucoup de populations slaves qui pourraient me soutenir. La Turquie, non contente de l'influence que la Russie porte sur la Pologne, lui déclare la guerre. Bon, je déclare la guerre comme ça, hein. En vrai je suis pas du tout préparé au combat. La Russie rapplique rapidement et récupère Azov qu'elle avait déjà pris par le passé, et en profite aussi pour aller en Crimée. La Russie gagne et récupère une bonne partie des rives de la mer Noire en 1774, mais en profite aussi en 1772 pour intégrer certains territoires polonais à la Russie, avec la complicité de l'Autriche et la Prusse, qui font ça chacune de leur côté. Ouais, on s'est bien partagé les morceaux de Pologne. La Crimée n'est pas annexée, mais elle reste un état satellite turc de la Russie. Mais en 1783, suite aux multiples révoltes,
Cette dernière l'annexe, ce qui incite l'Empire ottoman à intervenir. La guerre ne commencera qu'en 1787, car toujours retardée, et se terminera en 1792. La Russie gagne et elle impose sa présence dans la région. Entre 1798 et 1815, la Russie participe à différentes batailles qui concernent les guerres de la Révolution française et de l'Empire napoléonien. La Russie sera parfois alliée de la France, puis parfois ennemie. En 1815, lors du coup final contre la France, la Russie sera du côté de l'alliance anti-française. Pendant ces guerres, la Russie aura réussi à récupérer la Finlande à la Suède. Et oui, je m'en suis encore pris à la Suède, la pauvre. Mais bon, c'est ma rivale de toujours. Dans les années 1790, elle avait même fait un pacte avec l'Autriche et la Prusse pour se partager à nouveau la Pologne, devenue beaucoup trop faible. Cette fois, on récupère tout ce qui reste. C'est sympa de faire des pactes avec les Allemands pour se partager la Pologne. À retenter. Même si la France soutiendra l'indépendance de la Pologne, elle disparaîtra à nouveau une fois la chute de l'Empire napoléonien. Très bien, je peux récupérer la Pologne. Le 19e siècle marque vraiment le début de la Russie comme une grande puissance mondiale. Vraiment. Je vais même devenir une puissance mondiale. Tout ça c'est grâce au pouce bleu que vous m'avez mis. Merci beaucoup. Avec l'industrialisation, l'Europe commence vraiment à devenir une région très riche qui pourra commencer à rivaliser face aux autres nations du monde. Pour la Russie, ça va commencer par les pays du Moyen-Orient. En 1826, commence une guerre contre la Perse qui se termine par la victoire russe en 1828. Cette même année, la Russie entre en guerre contre la Turquie. L'Empire ottoman étant vraiment en décadence. L'Empire ottoman est vraiment en train de tomber. Ça fait plusieurs siècles que j'attends ça et quelques décennies que j'ai préparé mon grand projet de reconquérir Constantinople pour les chrétiens. Ça va peut-être pouvoir se faire. Cependant, la Russie préfère éviter de complètement détruire l'Empire ottoman de peur de commencer à inquiéter les autres pays d'Europe. Elle va cependant soutenir les Grecs qui voudront leur indépendance. Ces derniers étant colonisés par les Turcs depuis la chute de l'Empire byzantin. On veut notre indépendance! Je vous soutiens, peuple grec orthodoxe. Ah ben moi aussi je soutiens les Grecs. Oh, pourquoi il y a toujours l'Angleterre qui vient là où je fais des trucs? La Grèce devient indépendante, mais non sans l'aide britannique et française en 1830. Dans les années 1830, des insurrections ont lieu en Pologne dominées par la Russie, mais la Russie arrive à mater la rébellion. En 1840, l'Empire ottoman a un souci avec l'Égypte, devenue autonome. La Russie viendra soutenir l'Empire ottoman pour mieux préparer sa future chute. Faut pas que l'Égypte récupère tout le pouvoir sur les Turcs. Moi je veux que l'Empire ottoman devienne un de mes états satellites. La Russie, toujours plus influente dans la région, a vraiment cette idée en tête de faire tomber l'Empire ottoman. Pour la première fois, la Russie commence vraiment à inquiéter le reste de l'Europe. L'Empire ottoman est en train de tomber. Ouais bon, on l'a jamais aimé. Le problème c'est qu'il y a la Russie qui n'attend qu'une chose pour lui piquer tous les territoires. Il faut faire quelque chose. Elle est si dangereuse la Russie ? Bien sûr qu'elle est dangereuse, c'est plus un état isolé à l'est, la Russie risque vraiment de devenir une superpuissance si l'Empire ottoman tombe. La France et le Royaume-Uni, très inquiets de la situation géopolitique, se rendent compte que la Russie est en train de russifier toute la mer Noire en envoyant des populations russes ou ukrainiennes pour remplacer les populations turques. Mais cet expansionnisme russe se fait aussi vers l'est. La Russie ira tellement à l'est qu'elle finira par traverser le détroit de Bering. Bering étant un explorateur travaillant pour la Russie, et atteindra l'Amérique. Une colonie russe en Amérique est créée dans les années 1790. Cette région servira à la traite de la fourrure mais ne sera pas très rentable. Ce manque de rentabilité incitera la Russie à tenter vers le sud de l'Asie centrale, risquant tôt ou tard de rejoindre l'Inde qui était déjà britannique à l'époque. Une véritable rivalité s'était créée entre la Russie et en particulier le Royaume-Uni. On parle du grand jeu. Mais c'est le changement de gouvernement en France qui va tout chambouler. Cette dernière devient à nouveau un empire napoléonien, ce qui a de quoi inquiéter toute l'Europe. Pour le nouvel empire napoléonien, il est important de prouver que ses objectifs sont différents. La France impériale se rapproche immédiatement du Royaume-Uni. Pas d'inquiétude, ma principale mission c'est protéger les catholiques, comme je l'ai toujours fait. Et le principal problème, ça reste la Russie. Oh, toi aussi tu n'aimes pas la Russie. La France commence rapidement à titiller les Russes, qui ont une grosse influence dans les lieux saints en Palestine qui appartient à l'Empire ottoman. Oh, moi je sais pas ce que je dois faire pour les chrétiens, je fais ce que je peux. Pas d'inquiétude Turquie. Le problème ce sont les Russes qui ne veulent protéger que les orthodoxes. L'Empire ottoman, inquiet des forces russes présentes à la frontière, fait appel à la France et le Royaume-Uni. La France intervient en espérant que le Royaume-Uni la suivrait, ce qui fut le cas. C'est la guerre de Crimée qui commence en 1853 et se termine en 1856. La Russie perd face à la coalition des puissances occidentales. Cette guerre a permis de mettre en pause les envies russes de conquête. Je suis assez en difficulté là. L'Amérique russe, très fragile, risque tôt ou tard de se faire annexer par les Britanniques. Bonjour, on est très intéressé par ce territoire très au nord qui semble assez hostile et que j'arriverai très certainement pas à peupler. En effet, les États-Unis avaient tendance à récupérer plein de territoires sans se soucier de comment les peupler et les contrôler. Mais ça a arrangé la Russie qui réussit à vendre ce morceau qui deviendra l'Alaska. En réalité, les États-Unis voulaient aussi soutenir la Russie. La Russie nous a soutenus pendant la guerre de sécession, contrairement aux Anglais. Il faut qu'on se fasse des amis qui pourront nous soutenir si jamais on a des ennuis avec les Anglais. Merci aux États-Unis de me soutenir dans cette sorte de guerre froide que je mène contre l'Angleterre.
En 1877, la Russie entre en guerre contre l'Empire ottoman complètement affaibli avec l'excuse d'aller sauver les minorités slaves. Oh non, l'Empire ottoman est vraiment en train de maltraiter les populations slaves et chrétiennes. Je me dois d'intervenir. L'Europe entière étant horrifiée par le comportement ottoman, la Russie est légitime dans son intervention, jusqu'à ce que le Royaume-Uni soit inquiété. Mais attendez, la Russie va vraiment faire tomber la Turquie là, il faut tout de suite faire quelque chose. Le Royaume-Uni intervient pour arrêter la guerre et l'Allemagne, tout nouveau pays, est invité à s'occuper des traités de paix. Bonjour, je suis l'Allemagne, alors je suis un nouveau pays, en fait je suis la Prusse. J'ai unifié les pays allemands autour de moi, c'est moi qui vais m'occuper des traités de paix. Alors concrètement, moi j'étais en train de massacrer la Turquie, il n'y avait pas besoin de faire un traité de paix. Vous pouvez pas me laisser finir mon travail? Je veux Constantinople, je veux créer le 3e empire romain. La Russie ne va pas trop apprécier la solution proposée par l'Allemagne et finir dans les années 1880 par se rapprocher de la France pour faire une alliance en 1892. Moi aussi Russie, j'ai pas mal de problèmes avec les Allemands, je suis désemparé. Comment l'Allemagne a-t-elle fait pour s'unifier? Entre-temps, la Russie avait aussi commencé à s'étendre vers l'Est. Elle va réussir à coloniser différents territoires peuplés par les Turcs. Ces Turco-mongols, ils m'ont tellement embêté par le passé, maintenant je savoure l'idée de les coloniser. Ça fait tellement plaisir. En arrivant tout à l'Est, la Russie rencontre la Chine et le Japon, deux pays assez puissants. La Chine avait cependant été bien affaiblie par le Royaume-Uni pendant la guerre de l'opium, mais des rébellions ont touché le Grand Empire et touché les missionnaires étrangers. Une alliance de pays occidentaux, dont la Russie, se créera. On y trouve aussi le Japon parmi les 8 pays, et le but était de faire pression sur la Chine. L'alliance des 8 nations réussit à faire signer un traité de paix peu avantageux à la Chine. Ouais, on a réussi à affaiblir encore plus la Chine. Pour la Russie, c'est un bon point pour ses intérêts, mais une fois l'alliance terminée, les rivalités reprennent dans la région, notamment contre le Japon. Bon, nous les Occidentaux, on ne devrait pas avoir trop de mal à se battre contre les Orientaux. Mais le Japon s'était rapidement militarisé, avec l'aide des États-Unis. Ce pays oriental voulait prouver qu'il pouvait rivaliser contre les puissances européennes. La Russie, elle, réussit à prendre le contrôle petit à petit de la Mandchourie, ce qui inquiétera le Japon. C'est pas juste, maintenant que je commence à être un pays bien armé, il y a un pays européen qui se pointe dans la région comme si de rien n'était. La Corée était aussi dans le viseur des deux puissances. Le Japon préfère prévenir la Russie d'arrêter d'occuper la Mandchourie. La Russie ignorant le message, le Japon décide d'attaquer sans prévenir Port Arthur en 1904, ce qui marque le début de la guerre entre les deux pays. C'est quoi cette attaque surprise? Non mais Japon, tu peux pas te battre contre une puissance européenne, laisse tomber. La Russie perd la guerre en 1905. Bon, j'ai rien dit. Cette guerre marque la fin de l'expansion russe en Asie, elle marque aussi le début des problèmes. Comment ça des problèmes? J'arrête mon expansionnisme, c'est bon hein. En 1905, une tentative de révolution échoue en Russie. Le peuple en a assez du régime autoritaire. La tentative a échoué quand même hein. Bon, je veux bien essayer de démocratiser le régime s'il le faut. Ces crises à répétition la fera même se rapprocher du Royaume-Uni. Allez Russie et Royaume-Uni, on met ces différends de côté et on fait la paix. En 1907 a lieu la convention anglo-russe, les deux pays se délimitent leur zone d'influence en Asie. C'est dans ce contexte que l'Afghanistan est utile en devenant un état tampon entre l'Empire russe et l'Empire britannique. L'Afghanistan devenait à ce moment-là un semi-protectorat britannique. Dans les années 1910 ont lieu les guerres balkaniques. La Russie n'intervient pas mais soutient la Serbie. On s'en prend à la Serbie et j'interviens. La Russie savait même qu'elle pouvait compter sur la France, son allié, et même sur le Royaume-Uni. Finalement, l'Autriche attaque la Serbie en 1914 car elle avait très envie d'occuper le territoire une bonne fois pour toutes. La Russie déclare la guerre à son tour, la France à son tour, l'Allemagne à son tour, toute l'Europe à son tour, et même le Japon à son tour. Bref, c'est la Première Guerre mondiale. La Russie ne fait que subir des difficultés. On peut dire qu'elle perd la guerre. Un coup d'état a lieu en mars 1917. Bon, je suis devenu une république, au revoir l'Empire. Mais elle subit encore un coup d'état en novembre 1917. Je suis un pays communiste maintenant, youhou! Non mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui t'arrive, Russie? La Russie décide de renoncer à continuer la guerre pour maintenir son régime communiste. Ah... Ouais. Allez, on signe l'armistice, moi je peux pas continuer la guerre. En réalité, la guerre va continuer entre l'armée impériale et celle révolutionnaire. La France et le Royaume-Uni vont être très inquiets de cette situation et tenteront d'aider l'armée impériale. Donc si je comprends bien, la Russie était un pays menaçant. Ensuite, elle devient notre allié quand on arrive un petit peu à baisser les tensions, et maintenant elle devient communiste. Non mais c'est n'importe quoi. Finalement, la Russie communiste gagne la guerre contre les forces impériales, elle réussit à tout faire intégrer petit à petit et forme une union des différents peuples. Le pays devient l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Les années 1930 marquent l'industrialisation des différentes régions et le peuplement des colonies asiatiques. Il faut que même la Russie soit peuplée pour mieux la contrôler. L'URSS devient un pays industrialisé, mais commence à se faire détester en Europe, notamment par les États-Unis, qui sont devenus la première puissance mondiale entre-temps. Oui, nous sommes la première puissance mondiale maintenant. Je sais que vous ne nous aviez jamais vu avant, mais voilà, on est là. L'Allemagne, devenue un état autoritaire, décide de faire un pacte avec l'URSS. Bon, ça tente qu'on se partage la Pologne, comme on l'avait fait au XVIIIe siècle. Allez.
Allemagne et URSS occupent à leur tour la Pologne et cela engendre la Seconde Guerre mondiale. En 1941, l'Allemagne change de stratégie par peur de la véritable influence que l'URSS peut avoir dans le futur. Mais maintenant que j'y pense, si je gagne la guerre, l'URSS sera restée intacte. Elle va devenir une superpuissance à son tour. Il me fera de l'ombre. Faut pas que je prenne ce risque. Mieux vaut l'attaquer par surprise dès maintenant. L'Allemagne attaque la Russie par surprise dès le printemps 41, mais n'arrive pas à atteindre Moscou avant l'hiver, et se fait avoir. L'URSS, qui n'était pas vraiment préparée à la guerre, arrive à rattraper son retard et finit par enchaîner les victoires petit à petit et prend Berlin en 1945. La guerre est gagnée avec l'aide des États-Unis. Merci pour cette alliance, nous avons vaincu l'Allemagne qui a été particulièrement dangereuse. Oui, mais États-Unis et URSS vont se détester à nouveau. Le Japon, encore en guerre contre les États-Unis, fait continuer le grand conflit. Les États-Unis en profitent pour contre-attaquer avec la bombe nucléaire, à peine créée. Tu as vu, j'ai bombardé le Japon avec la bombe nucléaire. Impressionnant, n'est-ce pas? Évidemment, les États-Unis devaient prouver leur prouesse face aux Russes. C'est le début de la guerre froide. L'URSS finit à son tour par savoir fabriquer l'arme nucléaire, les deux finissent par devenir deux superpuissances, sans pouvoir s'attaquer car une guerre nucléaire marquerait la fin du monde. L'URSS envoie le premier satellite en orbite autour de la Terre en 1957. Ah, c'est le truc de la prophétie, c'est vrai. C'était donc là... Ouais, maintenant que je suis habitué à être une superpuissance, c'est moins impressionnant. Je survole la guerre froide, il y a énormément de choses à dire, mais comme j'en ai tellement parlé dans les différentes vidéos, après tout ce n'est qu'une petite période d'un demi-siècle, au début des années 1990, la guerre froide se termine et l'URSS a perdu. Elle se disloque. Toutes les petites nations devenant indépendantes, laissant une Russie encore plus petite qu'avant. Oh non, je suis qu'un tout petit pays. Bon, je reste le pays le plus grand du monde, mais je suis un tout petit pays. Il faut attendre les années 2010 pour que la Russie revienne en force pour relancer la guerre froide qui existait avec les États-Unis, même si ces derniers sont désormais plus concentrés à rivaliser avec la Chine. Et oh, j'ai récupéré la Crimée quand même. J'ai fait faire un petit peu de changement sur la carte récemment. Bref, merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de me suivre sur Twitter, vous pouvez aussi me faire un don payant sur Utip, si vous êtes majeur ou avec l'aide d'une personne adulte. Bisous!